Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette capsule qui va traiter de la naissance des États modernes au courant de la période 1453-1780. Donc, plan de leçon, très simple, on s'intéresse à l'État moderne. Au courant de la période des temps modernes, l'État va connaître des modifications, son visage va se transformer et il est intéressant de s'intéresser de manière un petit peu plus théorique à ces changements qui vont se dérouler au courant de la période. Ça va nous amener à l'État qu'on connaît de nos jours, un État moderne, structuré, très développé. Donc, euh, qui dit État moderne dit qu'on va parler de politique. Hein, on est en train de parler de politique, mais dans l'histoire, la politique, essentiellement, c'est la recherche d'une réponse à une question. Et cette question-là, c'est comment vivre ensemble. On cherche le terrain d'entente le plus possible. Évidemment, nous, on est inclusif, on veut que tout le monde trouve son compte dans la société. Donc, on a développé un système un peu compliqué qui est la démocratie, où on prend en note l'opinion de chacun. On n'a pas toujours eu ce souci-là dans l'histoire et durant la période moderne, la forme la plus classique que va prendre l'État, c'est celle d'une monarchie, c'est-à-dire où le pouvoir appartient à une personne qui est un roi. Euh, Au courant de la période des temps modernes, donc entre 1453 et 1789, ce à quoi on va assister comme transformation de l'État, c'est que l'État, qui était au courant du Moyen Âge, on va se le dire, faible, atrophié, qui manquait de substance, va progressivement, et à géométrie variable selon là où on se trouve dans les différents royaumes d'Europe, centraliser les pouvoirs autour de sa personne. C'est-à-dire que les rois, parce que ce sont essentiellement des rois, vont voir leur pouvoir s'accroître de façon assez fantastique et ils vont se mettre à être les seuls à intervenir dans des domaines où auparavant il y avait d'autres acteurs, d'autres personnages qui jouaient un rôle. Donc, dans cette volonté de centraliser les pouvoirs au courant de la période moderne, les rois, les États, hein, je les utilise ici un petit peu comme des synonymes parce qu'à peu près tous les États modernes d'Europe, à l'époque, sont des monarchies, sauf une fois au chalet, hein, sauf une exception. Donc, pour ce faire, l'État moderne va développer 5 grands monopoles d'État, qui sont des champs d'activité dans lesquels, progressivement, seul l'État sera appelé à intervenir et tout ça, je vais vous présenter ces 5 grands monopoles-là, ça ne saurait tarder. Tout ça se fait en réaction à la féodalité. Hein. On se replace dans le contexte du 15e siècle et des siècles qui vont suivre. La féodalité a été mise en place au Moyen Âge au tournant de l'an 1000 et on l'a vu dans le système féodal, le roi est un acteur, mais parmi d'autres acteurs, et ceux qui sont les réels détenteurs du pouvoir, ce sont les seigneurs, qui se sont un peu accaparés au fil du temps les prérogatives de l'État. Au courant de la période moderne, lorsque l'État va tenter de centraliser, ben, il va le faire en arrachant des pouvoirs à ceux qui l'exercent, c'est-à-dire les seigneurs, la noblesse, pour ne pas la nommer. Donc, ces gens-là qui exerçaient des pouvoirs dans plusieurs domaines, durant la période féodale, qui va continuer un petit peu à être en œuvre passé 1453, ben, l'État, ça va être contre les seigneurs qui va se battre contre sa noblesse, essentiellement. Donc, on assiste à un processus de centralisation des pouvoirs vers le roi. Le roi va se mettre à intervenir et bientôt voudra être le seul à intervenir dans 5 grands domaines qui vont être désormais associés à des prérogatives de l'État. Le premier de ces domaines-là, vous voyez la petite image qui s'affiche, c'est l'armée. On s'en souvient, au courant de la période féodale, l'armée, elle était décentralisée et bien sûr, il y avait une armée que le roi pouvait lever, mais aussi les seigneurs pouvaient avoir leur propre armée. Hein. Vous vous souvenez de l'Ost, ce service militaire obligatoire de 40 à 60 jours qui fait partie du régime vassalique, des seigneurs pouvaient avoir des armées privées.
Maintenant, les rois vont de plus en plus mal tolérer que des seigneurs puissent se lever des armées personnelles à l'intérieur de leur royaume. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir des armées royales qui vont être permanentes. Donc, des soldats qui, à l'année longue, vont être engagés pour respecter la volonté étatique, la volonté du roi. Ça tombe bien parce que dans le contexte des temps modernes, avec les changements au niveau de la réforme, au niveau religieux, aussi avec les grandes découvertes, la rivalité entre les États va augmenter et souvent les armées vont être sollicitées parce qu'on va aller chicaner avec le voisin puis on va guerroyer. Donc, l'armée va devenir incontournable pour les rois et ils vont être les seuls à pouvoir avoir le monopole de l'armée. Deuxième monopole, c'est celui des taxes et des impôts. Pour payer, on veut une armée royale permanente, ben pour que les soldats nous soient fidèles, il faut les rémunérer. Sinon, ils vont aller se vendre au plus offrant. Donc, il faut leur donner du solde, hein, le nom le dit. Donc, progressivement, les rois, au cours de la période moderne, vont pouvoir être les seuls à pouvoir taxer les citoyens ou les sujets, selon. Donc, on pense que ça a toujours été comme ça. Non. Au courant, justement, de la période féodale, les seigneurs avaient un pouvoir de taxation. Hein. On s'en souvient. La taille, on s'en souvient, ils pouvaient imposer aussi des corvées, ils pouvaient imposer des péages, ils avaient des monopoles sur les moulins, les fours. Bref, par plein de moyens, les seigneurs allaient chercher de l'argent dans les poches des sujets du roi. Ben là, le roi, il veut être le seul à pouvoir aller chercher de l'argent dans les poches. Donc, les taxes et les impôts vont devenir un deuxième monopole d'État. Ça va permettre à l'État de faire plein de choses. À l'époque, ça sert beaucoup à faire Versailles pour Louis XIV, mais avoir une armée et dépenser de l'argent public. Troisième monopole de l'État moderne, ce sera la monnaie. Distinguée pour mettre dans notre petit cochon à côté. Donc, la monnaie va devenir un monopole d'État. L'État va vouloir être le seul à battre monnaie. On aurait tendance à penser aujourd'hui, parce qu'on associe ça, un pays a sa monnaie, un pays une monnaie. À l'époque, c'est pas aussi évident. Il existe plein de monnaies féodales, encore au 15e, 16e siècle. Donc, certains seigneurs font battre leur effigie sur des métaux précieux, que ce soit de l'or ou de l'argent, ce qui complique énormément le commerce. Parce que d'une région à l'autre, on n'utilise pas la même monnaie. Et les bourgeois, qui sont de plus en plus influents, enrichis par le commerce découlant des grandes découvertes, trouvent que c'est un obstacle au commerce dans un même pays, de changer de région, puis d'avoir à aller voir le changeur et convertir une monnaie d'une région à l'autre. C'est un peu absurde. Donc, on va en appeler au roi en lui disant qu'il faudrait supprimer ces monnaies-là et qu'il y en ait une seule qui est force de loi à l'intérieur d'un royaume. Et le roi va acquiescer à cette demande-là et on va se retrouver avec non plus des monnaies féodales diverses selon différentes régions, mais avec une monnaie royale réputée plus fiable, plus stable et qui va faire consensus. Maintenant, quatrième monopole de l'État moderne, c'est le monopole de la justice. Encore là, c'est nos bourgeois qui souhaitent se faire entendre. Et en fait, on s'en souvient, les seigneurs, durant la période féodale, avaient cette tendance-là à rendre justice. Hein? À l'époque de Charlemagne, il y a très très longtemps, ils le faisaient au nom de l'empereur. Quand l'Empire carolingien imposé, ils ont continué à le faire. Donc, ils étaient un petit peu comme des juges à l'intérieur de leur seigneurie. Là, les bourgeois se questionnent sur le côté arbitraire de la justice féodale et souhaitent que ce soit le roi, ou de façon plus réaliste, un représentant du roi qui rende justice, de sorte que les lois soient uniformes à l'intérieur d'un royaume. Donc, on va militer pour une justice royale qui, du point de vue des gens de l'époque, va être réputée plus objective que celle rendue par les seigneurs. Donc, que les lois s'appliquent de façon uniforme à l'intérieur d'un royaume. C'est pas banal, ça. Et je vous dirais, ça va rester. Dernier élément, dernier monopole de l'État moderne, qu'est-ce que c'est que cette image-là? C'est le pastafarisme, c'est une petite blague, pour parler du dernier monopole qui est le monopole de la
religion. La religion va devenir un monopole de l'État. Les seigneurs n'ont rien à voir avec ça. Hein? Donc, lui ne se fait pas en réaction à la féodalité, il se fait en réaction à la réforme. La réforme religieuse du 16e siècle. Avant, tout le monde avait la même religion, ils étaient tous chrétiens, hein, croyaient tous en Dieu et l'autorité du pape. Arrive la crise de la réforme où là, il y a deux gangs qui se forment. Les catholiques qui restent fidèles au pape à Rome et les protestants qui ne reconnaissent plus l'autorité du pape. Ça va devenir, cette question religieuse-là, un enjeu politique. Un enjeu politique pour l'État parce que les rois, nécessairement, ils ont une religion. Ils sont catholiques ou sont protestants. Selon la religion qu'ils adoptent, quand tout le monde pense la même affaire, ça va bien. Mais si on a des minorités religieuses, elles pourraient ne pas reconnaître l'autorité du roi, du monarque. Donc, c'est un précédent. Pour les rois, la méthode la plus simple, ça va être d'imposer leur religion à leur sujet. C'est le principe cujus regio et jus religio, c'est-à-dire un roi, une loi, une foi. Bref, dans un royaume, les rois ont le pouvoir d'imposer leur religion à leur sujet. Que ça leur plaise ou non, c'est ce qui va essentiellement arriver en France, où on va choisir, puis ça va être le catholicisme, les protestants vont le vivre dans la clandestinité, ou simplement être un petit peu forcés à se convertir. Donc, 5 grands monopoles qui vont renforcer l'autorité du roi et dans lesquels l'État va jouer un rôle prédominant. Je conclus en simplement faisant une mention. Je vais vous parler du jeu des forces sociales. Donc, au cours de la période moderne, l'État, le roi, il est influencé par deux grandes classes sociales. Ces classes sociales-là, ce sont la bourgeoisie et la noblesse. Et je vous dirais, selon l'alchimie qui existe à l'intérieur d'un pays, est-ce qu'il y a plus de bourgeois? Est-ce que la noblesse emmène très large ou très peu? Ça va donner des modèles étatiques qui vont être différents. De sorte que, par exemple, dans certains royaumes, on peut penser au royaume de France, où à la fois la bourgeoisie et à la fois la noblesse sont deux groupes d'à peu près la même force, la même influence, ben, ça va donner un certain modèle, dont on va parler un petit peu plus tard, qui est l'absolutisme. Dans d'autres sociétés, comme la Russie, la noblesse est très, très influente. Les grands propriétaires terriens sont légion. Et, à contrario, la bourgeoisie est à peu près absente. Ça va engendrer un autre modèle étatique. Voici les considérations que j'avais à vous donner pour le jeu des forces sociales. Et je vous invite à une prochaine capsule sur un autre sujet. En attendant, je vous dis à la prochaine fois.